Et on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et je suis accompagnée de Richard Dessès. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Xavier Van Lierde, vous avez la parole, vous allez nous parler de ces fractures françaises. Oui, Liselotte, ce matin, je vais vous parler des fractures françaises, ou plus précisément de l'édition 2025 de l'enquête Fractures françaises, qui tous les ans, depuis 13 ans, scrute l'évolution de l'opinion des Français sur la société, sur les institutions, sur les grands enjeux politiques. Et cette année, les médias en ont assez peu parlé, et pour cause. Car cette enquête Fractures françaises pourrait se résumer par la fracture béante entre les Français et le système politico-médiatique qui dirige encore le pays. Les partis, les élus, les syndicats, les journalistes, les juges, tout le monde en prend plein la figure. Plus que jamais, le pays réel rejette le pays légal et n'hésite plus à dire haut et fort ce qu'il en pense. 80% des Français estiment ainsi que le système démocratique fonctionne mal et que leurs idées ne sont pas représentées. C'est plus de 13 points par rapport à 2022. C'est un sentiment massif ressenti par tous les Français, quelles que soient leurs préférences partisanes, sauf chez les sympathisants du parti présidentiel. Eux pensent que tout va bien, mais comme ils ne représentent plus qu'une infime minorité, eh bien cette satisfaction vient en fait souligner qu'il y a bien un grave problème de représentativité. Aujourd'hui, seuls 20% des Français font confiance aux députés et à l'Assemblée nationale pour les représenter. Quant à la confiance envers la présidence de la République, elle atteint bien sûr son plus bas niveau historique. Seuls 22% des Français accordent encore leur confiance à cette institution. C'est 22 points de moins qu'en 2017. L'année de l'élection d'Emmanuel Macron, lorsque l'on dit que celui-ci a abîmé la fonction, eh bien, ce n'est pas qu'une image. Alors, pour expliquer cette véritable sécession, la plupart des commentateurs ont mis en avant des éléments de type psychologique ou psychologisant, en expliquant par exemple que les Français, ces indécrottables Gaulois réfractaires, seraient tenaillés par le pessimisme. Et c'est vrai que les Français le sont. 90% d'entre eux pensent que le pays est en déclin et plus d'un tiers estiment que leur position sociale va probablement se dégrader à l'avenir. Seuls 36% des Français estiment encore que l'avenir est plein d'opportunités, de nouvelles possibilités. Bref, très peu sont ceux qui croient encore au credo progressiste et macronien, soit une chute de 10 points en réalité. 36%, ils étaient 46% à le penser il y a encore 10 ans. En clair, les Français sont parfaitement lucides et pensent que le bilan de la Macronie, et aussi de tous ses supplétifs, est calamiteux et qu'au cours des dernières années, et des dernières décennies, en réalité, les décennies de la mondialisation, tout s'est gravement dégradé. Et pas seulement le pouvoir d'achat. Car c'est la deuxième entourloupe des analystes pour pasteuriser la colère des Français. Cantonner la perception du déclin aux questions économiques et sociales, en mettant en avant que la question du pouvoir d'achat reste leur première préoccupation. Sous-entendu presque la seule. Elle écraserait toutes les autres. Et il est vrai qu'elle est importante. Comment ne le serait-elle pas, alors qu'en réalité, une majorité de Français déclarent avoir du mal à boucler leur fin de mois. Mais voilà, les Français ne pensent pas qu'à leur portefeuille et leur caddie de plus en plus vide. Ils sont aussi préoccupés par la montée de l'insécurité, de la violence, et aussi par les migrations massives et les questions identitaires. Écoutez ceci, 89% des Français estiment que la violence augmente dans la société et 67% qu'elle augmente beaucoup. À l'échelle du lieu de vie, 44% des répondants ont le sentiment d'une hausse de la violence dans leur propre commune. Et ce sentiment n'est justement pas, comme le prétendent les sociologues de gauche, un simple sentiment d'insécurité, c'est le fruit de leur propre expérience, puisque près d'un tiers des Français déclarent avoir été des victimes directes d'une agression au cours des dernières années. Enfin, les Français sont inquiets de l'immigration et de ses effets sur la cohésion et l'identité nationale. 63% estiment qu'en France, l'on ne se sent plus chez soi comme avant, et ils se font peu d'illusions sur la capacité d'assimilation des populations immigrées extra-européennes, puisque 91% des personnes interrogées pensent que la religion catholique est compatible avec les valeurs de la société française, mais seuls 42% pensent de même de la religion musulmane. Du coup, cette perception négative nourrit une forte nostalgie. Richard, vous qui avez un certain âge, quelque chose me dit que, comme moi, vous pensez que c'était mieux avant. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul. 75% des Français pensent comme vous, et 71% affirment même s'inspirer de plus en plus des valeurs du passé dans leur vie. Et Liselotte, vous qui avez à peine plus de 20 ans, sachez que vous n'êtes pas non plus une exception dans votre classe d'âge. En effet, parmi les moins de 35 ans, 68% pensent que c'était mieux avant et 62% déclarent s'inspirer aussi des valeurs du passé. En clair, même les jeunes virent réac. Et en fait, le tableau d'ensemble est celui d'une droitisation accélérée. Et ne boudons pas notre plaisir. Comme le dit le politologue Gilles Finkelstein,
cette droitisation est si profonde qu'elle serait même une extrême droitisation. Il note ainsi que lorsqu'on en interroge les Français sur le parti politique dont ils se sentent le plus proches ou le moins éloignés, il y a le Rassemblement national et très loin derrière tous les autres. Aujourd'hui, 22% des Français se déclarent sympathisants du Rassemblement national. Ok, c'est pas une majorité, mais 8% se déclarent proches du Parti socialiste ou de la France insoumise, 6% de Renaissance ou des Républicains, 5% se déclarent proches des Verts, et les autres partis, comme le Modem ou Horizon, ne rassemblent qu'à peine moins de 3%. Comparé à 2020, l'évolution est donc spectaculaire. Renaissance et LR perdent un peu plus de 6 points, tandis que le RN, lui, en gagne 8. Or, on peut penser que cette droitisation des positionnements partisans correspond à un simple jeu partisan et électoral. Mais en réalité, non. C'est une droitisation en profondeur qui est révélée par ce que l'on appelle les auto-positionnements politiques. Je m'explique. Lorsqu'on demande aux Français de se positionner sur une échelle gauche-droite, 0 pour très à gauche, 10 pour très à droite, eh bien, ils se positionnent à 28% à gauche, entre 0 et 4 donc, et à 41% à droite, entre 6 et 10. Le reste se répartissant entre les 18% qui choisissent la case centrale et les 13% qui ne se prononcent pas. Comparé à 2020, la gauche recule de 2 points et la droite progresse nettement de plus de 6 points. Et la réalité est probablement encore plus tranchée, car comme le note Finkelstein, parmi les 18% de Français qui cochent la case ni de droite ni de gauche, la plupart n'expriment pas une sorte d'en même temps macronien, car ce sont essentiellement des électeurs du Rassemblement national. Et c'est un autre enseignement très fort de l'enquête. Le vote pour le RN n'est plus, comme autrefois, disait-on, un vote de protestation, mais désormais un vote d'adhésion. Lorsqu'on demande aux Français de dire dans quelle société ils veulent vivre, 38% disent vouloir vivre dans la société prônée par le Rassemblement national. 38%, une fois encore, c'est certes toujours une minorité, mais de loin la plus forte. À titre d'exemple, seuls 22% affirment vouloir vivre dans la société prônée par le parti macroniste et 21% dans celle prônée par LFI. Le RN jouit donc de la plus forte désirabilité. Et pour empêcher que ce désir ne se matérialise, le procès en incompétence ne suffira pas. La crédibilité, avec 47% des Français jugent désormais le RN capable de diriger le pays. Il n'est plus devancé que par LR, d'1 point à peine, et devance le parti au pouvoir, le parti macronien, de 17 points. En clair, le RN aujourd'hui apparaît comme à la fois le plus désirable et le plus crédible. Voilà pourquoi le véritable enseignement de cette étude n'est pas, comme on a voulu nous faire croire, le pessimisme des Français, leur état d'esprit dépressif. En fait, les Français sont certes inquiets de l'avenir, et comment ne pas l'être, mais ils sont surtout désireux d'un avenir différent de celui que leur préparent les forces politiques actuellement au pouvoir. Ils veulent le changement, et il n'est pas exclu qu'il se produise. Gene Finkelstein, en conclusion de son étude sur ce rapport, le dit lui-même avec une certaine angoisse. Nous sommes à 500 jours de l'élection présidentielle. Merci Xavier Van Lierde de vous être plongé dans ces chiffres et de nous en présenter cette analyse si précise. On en discute tout de suite avec Richard de Sèze. Je pense qu'il y a une partie de ce sondage Ipsos que j'aimerais bien aborder, c'est sur la question des fractures sociales et territoriales. On voit que entre les différentes parties du territoire, là encore, cette fracture a tendance à s'accentuer. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Parce que ça vient confirmer, je crois, ce parisianisme qui s'oppose de plus en plus à la France rurale, comme on l'appelle depuis Paris, mais qui en fait concerne aussi... périphérique, voilà, etc. Oui, il y a une traduction géographique de ces fractures. On en revient sans cesse à cette analyse lumineuse qui était due à un sociologue et politologue britannique qui opposait les gens de quelque part aux gens de partout ou de nulle part. De nulle part, qui se sentent donc plus comme membres d'une sorte de caste mondialisée. Jérôme Fourquet dirait hydroponique, c'est-à-dire hors sol. Vous savez, les tomates hydroponiques, ce sont les tomates qu'on élève dans la ouate et non plus dans la terre. Donc oui, il y a une opposition de plus en plus marquée entre des élites hydroponiques, hors sol, et des Français englués dans le réel. Sur à peu près toutes les questions posées dans cette enquête, c'est ce qu'il ressort. Une toute petite minorité qu'on pourrait qualifier probablement de gagnant de la mondialisation est située, comme vous l'avez dit, dans les grandes métropoles, et le reste de la population qui ne partage plus
l'optimisme béat de ces 20% de gagnants. Non pas que ces 80% soient forcément des perdants, c'est un autre enseignement très intéressant, c'est que la majorité des Français, l'immense majorité des Français qui pensent que la France est en déclin, considèrent que leur situation personnelle n'est pas si mauvaise. Et en réalité, on voit qu'ils portent un jugement qui est réellement politique. C'est-à-dire que un certain nombre de Français peuvent dire, bah oui, moi ça va encore, mais en fait ils sont inquiets pour le pays. Ils sont inquiets pour le pays, ce qui signifie que eux, en réalité, ont des raisonnements qui relèvent d'un souci pour le bien commun, tandis que les autres, comme ça va bien pour eux, eh bien s'en contentent de façon assez égoïste et dans un réflexe, c'est comme une caricature 19e de la bourgeoisie la plus égoïste. Xavier Van der Lierde, ces fractures françaises, on s'aperçoit que c'est évidemment sur des sujets évidents. Voilà, la confiance dans les politiques, elle est nulle. La confiance dans les institutions, elle est nulle. Mais ce sont aussi des fractures qui descendent dans l'intime en fait des Français, comme par exemple le sentiment de solitude. Et on se rend bien compte que cette société fracturée, c'est aussi une société qui augmente considérablement et au fil des années, et évidemment au fil du règne macronien, le nombre de laissés pour compte de la démocratie, de la République, et donc de cette entité qui passe son temps à nous expliquer qu'elle a des valeurs, mais qui ne réussit en fait qu'à produire de la tristesse, de la solitude, de l'amertume et de l'inquiétude. Oui, il y a un paradoxe, c'est que le système politique tel que promu par la classe politique actuelle se veut inclusif. C'est le mot qu'ils mettent sans cesse en avance. Une société inclusive, donc qui inclurait le maximum de personnes dans les choix, dans la vie sociale, etc. Et ce que l'on constate, c'est absolument l'inverse. Mais en réalité, le voile s'est déchiré depuis longtemps. On constate, et notamment à travers la crise politique actuelle, que le système est tout sauf inclusif, puisqu'il est prêt à recourir à tous les expédients pour faire en sorte que la volonté populaire et les désirs des Français ne soient pas représentés au sein des institutions et ne puissent pas l'emporter. Donc en réalité, c'est un système promu par une ultra-minorité et qui s'organise de façon légale, en recourant tantôt aux juges, tantôt à la diabolisation, tantôt aux accords partisans les plus indignes, pour faire en sorte que la majorité de la population se retrouve en marge du système, rejetée en dehors du système. Et de la même façon, on a parlé de la façon dont ces fractures recoupent des clivages géographiques, et en l'occurrence entre métropole et périphérie. On a vu avec l'instauration des ZFE et d'autres normes de toutes sortes que la pulsion de cette minorité progressiste concentrée dans les grandes villes visait à rejeter aux marges des métropoles les gueux, les indésirables, ceux dont on explique qui puent du bec, quoi, qui sentent le pâté, qui sont d'indécrottables réacs, et lorsqu'ils ne sont pas contents, d'ailleurs, on utilise des termes absolument ignobles, du genre la grogne. Ce ne sont pas des gens qui protestent ou qui expriment une autre opinion, non, ils grognent. Alors, et ils grognent, et cette grogne, c'est quelque chose qui est évidemment bien typique de la manière française de considérer celui qui n'est pas dans le coup. Il faut rappeler que la République française a commencé par éliminer quelques centaines de milliers de Français, puis ensuite elle a expliqué qu'il n'y avait que les riches qui avaient le droit de voter, en nous expliquant que les femmes ne pouvaient pas voter. Enfin, elle a donné le droit de vote aux femmes. Mais là, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui se sentent exclus du système politique et qui s'en excluent eux-mêmes en ne votant plus, par exemple. Mais ça, c'est spécifiquement français, et en même temps, c'est très européen. Cette espèce de dédain du peuple, cette volonté d'expliquer partout qu'il faut dresser des barrages, qu'il faut dresser des digues, qu'il faut empêcher les populistes de gagner, on sent véritablement une caste supranationale qui est fermement attachée à l'idée de ne jamais rien donner au peuple, comme si le peuple était riche de tous les dangers, gros de toutes les dérives. Oui, en fait, il y a deux conceptions de la démocratie. Depuis toujours, il y a deux conceptions de la démocratie. La démocratie peut être vue comme un système qui permet au peuple de désigner ses représentants. Voilà, système, après tout, légitime. C'est un mode de désignation parmi d'autres. Et puis, il y a la démocratie comme projet.
et comme projet nécessairement progressiste de gauche, et qui donc ne peut pas s'accommoder du fait que le peuple, lui, serait conservateur et plus réactionnaire que cette minorité soi-disant plus avancée, soi-disant progressiste. Et donc les deux modèles de démocratie ne se recoupent plus, ne se superposent plus. Il y a d'un côté le peuple qui veut lui désigner ses représentants, mais il se trouve que ces représentants ne sont pas agréés par les tenants du système, et donc il y a un divorce entre ces deux conceptions. Bien entendu, nous sommes ici, nous, Henri de Courtoisie, plutôt partisans de la démocratie comme mode de désignation des représentants politiques, et non pas comme une sorte de corpus idéologique qui devrait peser sur l'ensemble de la vie nationale, indiquer une direction, et donc et une seule direction, et donc exclure par nature toute personne qui s'en éloignerait. Dans ces fractures françaises, on a vraiment l'impression qu'on signe, bien sûr, l'échec des politiques macroniennes, mais aussi celle de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, et ça, on peut remonter peu à peu jusqu'au début de la Ve République. La Ve République se crée dans une espèce d'euphorie industrielle et commerciale. Ce sont les 30 Glorieuses. Et là, on pose en fait les bases d'une démocratie qui est installé sur un pays prospère, un pays qui n'est pas une superpuissance, mais qui est une véritable puissance. Et on se rend compte, en fait, qu'au fur et à mesure que la France décline, c'est la démocratie qui va mal. Est-ce qu'il n'y avait pas une illusion initiale au fait de nous expliquer qu'on avait évidemment le meilleur des régimes qui soit, alors qu'en fait, tout ce qui fondait ce régime, ne serait-ce que tous ces systèmes de protection sociale, n'était appuyé que sur deux choses, une forte démographie et en fait une richesse produite par le pays lui-même. Bah oui, mais enfin, le système tel que vous l'avez décrit, en fait, n'est pas si mal. Un pays prospère, qui repose sur un pacte social qui tient, qui a une forte démographie. Bon, pourquoi pas? À mon avis, la rupture, elle est postérieure. Elle vient du détricotage, justement, de cette idée-là, qui était une idée foncièrement saine et nationale. La démocratie, au début de la Ve République, s'exprime dans un cadre national. Elle se fixe pour objectif la prospérité nationale et une forme de continuité historique à travers, vous l'avez dit, notamment la préférence pour une démographie vigoureuse. Non, je pense que la rupture se produit au tournant des années 80, lorsque la France décide de se jeter et d'épouser les lubies de la mondialisation, de la société totalement ouverte, ou d'un même mouvement en quelque sorte. Elle se dissout en se jetant dans le grand bain de la mondialisation et en acceptant également, sous prétexte d'ouverture, se nie elle-même à l'intérieur par une accélération de l'immigration massive et une négation de sa propre identité, de son propre destin, de sa singularité. Ces fractures françaises, en fait, c'est d'abord et fondamentalement une fracture identitaire. C'est-à-dire, on avait un vieux pays qui avait une tradition de natalité. On a expliqué que faire des enfants, c'était nul, que la famille, c'était nul. On avait un vieux pays qui avait une tradition d'accueil prudent de l'étranger. On a décidé d'ouvrir les barrières. On avait un vieux pays qui était rempli de petites industries, de petits commerces, et on a expliqué qu'il fallait ouvrir les supermarchés et privilégier les multinationales. Quand je dis on, c'est-à-dire le gouvernement a systématiquement privilégié le gigantisme. Pascal Pointu nous parlait la semaine dernière de la ferme des 3000 vaches, donc ces espèces d'aberrations, et évidemment, on voit que... Encore un modèle hydroponique. Voilà, et que en fait, la technocratie a systématiquement en fait, voulu détruire ce qu'était la France. Oui. C'est au-delà de la technocratie. Il y a eu il y a des cycles historiques qui reposent sur des grands récits. Je pense que l'après-guerre, le grand récit, c'est la capacité de la France à se reconstruire, à redevenir une puissance, à compter à nouveau dans le jeu des nations. Ça vaut à la fois pour la 4e et la 5e République. Et puis, en revanche, il y a donc cette rupture du tournant des années 80, où le grand récit est celui de l'autodissolution. L'autodissolution, certains diraient dans l'Union européenne, mais moi je vais plus loin. Enfin, c'est-à-dire que l'Union européenne étant elle-même une sorte
de modèle fluide et qui n'est qu'une étape dans la dissolution, dans le grand tout mondialisé, eh bien, ça, c'était le grand récit. Ouverture au monde et dissolution dans le monde simultanément. Donc, autant dire dissolution, dissolution, dissolution. Rajouter les principes de dissolution aux principes de dissolution. Et ce grand récit a pu faire rêver à un moment un certain nombre de gens, jusqu'à une majorité qui l'a soutenu. Il ne faut pas se le cacher. C'est terminé. C'est terminé. On arrive à la fin de ce cycle-là et les aspirations sont devenues absolument différentes. C'est ça que nous montre, à mon avis, cette enquête, au-delà des préférences partisanes. C'est une grande rupture avec le récit et l'avenir désirable que nous proposait la caste progressiste, mondialiste de gauche. Et c'est pour ça qu'on peut parler véritablement de sécession. Il y a réellement un divorce très profond entre les aspirations populaires et la classe politique actuellement au pouvoir. Et ce type de divorce débouche toujours sur des bouleversements politiques majeurs, d'une nature ou d'une autre. À mon avis, si cette caste continue de s'accrocher au pouvoir pour forcer la poursuite de ce récit rejeté par une majorité de Français, ça finira par mal se terminer. Et en réalité, ça se termine déjà mal. Vous avez parlé du sentiment de solitude, de dépossession, et aussi, parce qu'il est vrai, les Français sont pessimistes, un peu dépressifs, mais c'est aussi parce que on les a dépouillés par tous les artifices du type judiciaire, le droit qui prime la politique, etc., le coup d'état des juges, des médias aux ordres, des tripatouillages partisans. On les a dépossédés de la maîtrise de leur destin. Un être qui n'est pas un être humain ou une société qui n'est plus maître de son destin ne peut être que peu ou prou dépressive. Mais là, on a passé le stade de la dépression. On est déjà dans celui de la colère et de la volonté d'en finir, semble-t-il. On vit souvent... évidemment, ces fractures-là, tout le monde les regrette. On préférerait un peuple le plus uni possible, autour de mêmes valeurs, de mêmes aspirations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une majorité de Français donc, qui se droitisent, voire s'extrême droitistes, comme vous l'avez dit, Xavier Van Lierde. Et à l'inverse, on a donc une crispation de tous ceux qui ne suivent pas ce mouvement. Et ça se voit même dans les termes qui sont employés dans cette étude. Sur l'aspect immigration, grand remplacement, donc le titre de la partie, c'est les attitudes et opinions racistes et xénophobes. Il y a tout de suite une connotation négative. Et alors, quand on s'intéresse aux termes racistes et xénophobes, par exemple, la première question, c'est est-ce que vous vous sentez proche ou non de l'affirmation aujourd'hui, on ne se sent plus chez soi comme avant. Ça, c'est tout de suite présenté comme raciste et xénophobe. Alors, quand bien même on aurait cette majorité de la population française qui se droitise et va se retrouver dans ces valeurs anciennes, comme vous nous l'avez dit, est-ce que de toute façon, on n'est pas condamné à cette fracture énorme entre la majorité de la population et cette petite caste qui va s'enfermer dans sa bien-pensance, se dire que de toute façon, comme vous l'avez dit, les autres ce sont les grognards, ce sont les pus du bec. Et puis voilà, est-ce qu'on pourrait réussir à en sortir un jour, quand bien même on aurait cette majorité d'un côté ? Nous sommes en train d'en sortir, mais vous avez raison, il y a de multiples artifices dans cette enquête. Le nom même de l'enquête, fracture française, à la fois dit quelque chose, mais laisse entendre que ce seraient des fractures horizontales. En réalité, lorsqu'on plonge dans l'enquête, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de fractures horizontales et qu'il y a quand même un corpus très dominant en France parmi la population qui souhaite le retour à des idées qu'on pourrait dire nationales, conservatrices, voilà, et qu'il y a une forme d'entente et que les fractures, en réalité, elles ne sont pas tant entre les Français eux-mêmes qu'entre les Français et l'ensemble de leurs représentants et des institutions. Donc voilà, le terme de fracture, il faut l'interpréter de cette façon-là et quasiment d'aucune autre. Il y a vraiment, sur beaucoup de sujets, un très fort accord, de très forte majorité qui se dégage sur l'essentiel des sujets, y compris les plus brûlants, comme les questions identitaires et liées à l'immigration. Autre type d'entourloupe qui utilisé pour non pas tordre la réalité, mais la masquer, la mise en avant donc de la question du pouvoir d'achat comme étant centrale et écrasant toutes les autres. Mais en réalité, c'est assez habile. Donc on a en gros 36% des Français qui disent que oui, qui placent en premier cette question-là. C'est considérable, bien entendu, il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Mais ensuite, on a mis insécurité et immigration, on les a scindés.
On en a fait deux questions différentes. Chacune 22%. Si on les additionne, ça fait 44. Or, à l'évidence, ce sont quand même des questions qui relèvent d'une même perception de l'évolution de la société, insécurité et immigration. Si on les avait mis ensemble, eh bien, ça faisait 44 et on aurait pu avoir des titres du type les enjeux d'immigration et d'insécurité sont la question prioritaire pour les Français. Autre fait à prendre en compte, c'est qu'en réalité, l'immigration n'est pas un sujet en soi. Comme Pierre Brochand l'avait expliqué dans une récente tribune dont nous avons fait l'écho, une tribune dans le Figaro, l'immigration, c'est un fait social total. Tant et si bien qu'on devrait examiner ses effets à la fois sur le pouvoir d'achat, à la fois sur le logement et toute autre question. C'est vraiment une question extrêmement transversale. Et en réalité, lorsqu'on pose des questions plus précises aux Français sur l'immigration, là aussi, une majorité se dégage. Donc, par exemple, il y a une forte majorité de Français qui considèrent qu'il n'y a pas besoin de faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour assurer la production de biens et de services en France. Voilà. Spéciale dédicace à tous ceux qui pensent qu'il faut ouvrir les frontières pour sauver les métiers en tension, par exemple. Voilà, si Thierry Marx, si jamais vous nous écoutez, voilà, sachez qu'on n'est pas d'accord. Nous recevions hier Joseph Touvenel, donc ancien vice-président de la CFTC, qui avait exactement la même analyse que vous sur l'immigration et le fait que depuis qu'on fait venir en France des gens qui acceptent des salaires plus bas dans un premier temps et en fait finissent par profiter du système social tout en gardant leurs valeurs et leur culture, on aboutit en fait à une véritable fracture française dans la manière dont le travail est perçu, dans la manière dont le travail est réparti, et ça a pourri l'intégralité du débat public, y compris sur celui des retraites. Je pense vraiment, pour revenir à cette idée de fragmentation, je crois vraiment que c'est devenu aussi une façon de cacher les grandes évolutions, si vous voulez. Alors c'est vraiment une technique. On dit la société française, on va jusque dans les détails les plus infimes, et comme ça tout devient illisible. On dit les Français sont très divisés. La France n'est plus gouvernable parce que il y a tellement d'aspirations contraires que c'est très compliqué et on parvient plus à trouver un accord commun. Et d'ailleurs, comment définir ce bien commun dans une société aussi diverse, aussi plurielle, aussi fracturée? Je pense vraiment que c'est une entourloupe. Et que mettre la focale sur les détails est une façon de ne plus voir l'éléphant au milieu de la pièce. Et l'éléphant au milieu de la pièce, c'est, comme l'a très bien dit Finkelstein cette fois, une droitisation, voire une extrême droitisation, même si bien entendu nous ne validons pas ce terme de la société, un désir d'ordre, un désir d'unité, un désir de transmission, un désir de continuité historique, toute chose qu'on peut associer à la droite, et en tout cas à une vraie droite conservatrice, une droite qui a le sens de la France, et pas seulement le sens du portefeuille. Voilà. Ouais, je pense que la conclusion quand même de tout cela, chers auditeurs, c'est que ce sondage est assez encourageant, puisque on se rend compte, pour ceux qui se sentiraient assez seuls, qu'en réalité ce n'est pas le cas, et que vous êtes une majorité à ressentir déjà le malaise qui est le vôtre, et surtout à avoir ces aspirations pour la France. Merci beaucoup, Xavier Van Lierde, pour donc encore une fois de vous être plongé dans ces chiffres. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.